Donc Guillaume Magneux, tout le monde m'appelle G, puisque mon prénom et mon nom sont hyper durs. Euh, J'avais préparé cette presse il y a quelques semaines, évidemment. Quelques semaines en termes d'IA, c'est un peu comme les années chiens. Ça a déjà pris 6 mois, 8 mois, donc on a tout refait. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va aller. Hop. Et en plus j'ai envoyé un lien et pas des slides, alors je vais me faire taper sur les doigts. Cool. Et il y a bien 44 slides. Et vous dites, mince, 44 slides pour 20 minutes, ça va être hard. Oui, ça va être hard parce qu'en fait, c'est un sujet qui pourrait prendre 2-3 heures facilement. Donc, il y a pas mal de notions que je vais un petit peu survoler. Je vais vous donner un petit peu le contexte général. Mais n'hésitez pas à aller chercher, à aller creuser, faire quelques recherches Google si ça existe encore ou ChatGPT si vous avez besoin. Mon but. Hop. Ah oui, bah oui, si j'utilise pas le clicker, ça va pas marcher. Ok. Le but de ce talk est vraiment plus sur le côté technique, mais plus sur le côté senior architecte. C'est vraiment essayer de comprendre comment aujourd'hui, avec tout ce qu'on a à notre disposition sur tous les outils, Coding Agent, Peer Review Agent et l'ensemble, on arrive en fait non plus à se positionner vraiment comme des exécutants, des artisans du code, mais au niveau d'au-dessus. Et en fait ça passe par toute la confiance qu'on donne aux agents. Mais la confiance, pardon, ça se construit. Et un exemple qui m'arrive globalement toutes les 2 semaines, où je demande la réalisation d'une tâche à un de mes agents, il rencontre un problème sur les tests, et au lieu de corriger le problème, vient modifier le test pour que ça passe. Ce qui n'est pas le but, évidemment. Mais ça, autant il y a quelques mois, on voyait ce que Claude faisait. Alors j'utilise Claude, mais peu importe. Hein. Ce que Claude faisait, et on pouvait détecter, on pouvait le voir si on n'était pas en train de fumer une clope ou prendre un café à côté. Le problème, c'est qu'en fait, maintenant, comme on a de plus en plus de background agents qu'on ne voit pas forcément, qui tournent en fond, ou même des fois, ils ne vous donnent pas exactement le détail de ce qu'il fait, ça peut passer inaperçu. Et le problème, c'est que si ça part en prod, ça passe pas inaperçu, parce que le test, en fait, a raté, et on va avoir un problème derrière. Donc la question, c'est comment on arrive à enforce toutes ces règles au niveau de l'agent pour qu'il puisse pas faire n'importe quoi derrière. C'est un peu galère de faire les deux en même temps. Juste sur le positionnement, je pense qu'on a tous un peu paniqué il y a un an quand on a vu tout arriver. On s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire dans mon day-to-day job. Moi, j'adore crafter du code. Je le fais depuis 25 ans. Et j'adore ça. Et je me dis, mince, qu'est-ce que je vais faire maintenant? En fait, la question n'est pas vraiment est-ce que j'ai toujours un job ou pas. La question, en effet, c'est quelles vont être mes activités au quotidien. Et en fait, quand on réfléchit un petit peu, faire du code, je pense que dans la salle, je vois des gens comme Jonathan, etc. On adore faire du code. On galère pendant 3 heures, ça merde, et d'un coup ça fonctionne, et là on a un gros shot de dopamine, et on est hyper heureux. Et ça, malheureusement, ça devient un petit peu plus compliqué, ça disparaît. Et en fait, en y réfléchissant un petit peu, on a beau être des devs, en fait, à la base, on est quand même des ingénieurs. Et si on arrive à envoyer cette notion de dev, en effet, sur des agents qui vont être plus rapides, normalement plus performants et plus consistants, en fait, il nous reste la partie engineering. Et je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais en fait, la partie engineering, c'est la partie la plus importante. Comment on architecture, comment on vient organiser tous les composants de l'application, et aussi, malheureusement, la partie communication avec d'autres personnes. Parce qu'à part si vous êtes en freelance ou vous gérez votre propre boîte tout seul, vous êtes obligé de communiquer avec d'autres personnes. Donc il y a toute cette partie qui vient autour. Donc comment on fait? On a réfléchi avec Fabien Potencier, mon CTO, et on s'est dit, OK, il y a une échelle de maturité dans l'adoption des outils. En 2022, on a eu ChatGPT qui est arrivé, on s'est dit waouh, Generative AI, on ne savait pas trop ce que c'était, etc. Et ensuite, on a eu Claude qui est arrivé, et en novembre, décembre, on a eu Opus qui a été vraiment le premier gros gap vers un modèle vraiment plus autonome que d'assistance de développement. Et du coup, on s'est dit, OK, aujourd'hui, quand on discute avec tous nos clients, pour info, chez Upson, on organise des product circles avec pas mal de CPO, CTO tous les mois. On vient de discuter de ces pratiques-là, si ça vous intéresse. Et en fait, on s'aperçoit que l'adoption des outils et la maîtrise des outils est très, très variable entre les sociétés. Et que ce soit agences, clients finaux, prestataires de services, peu importe, on a vraiment une adoption qui est très différente. Au départ, on commence tous avec le premier. On a fait 8 niveaux, alors je les ai réorganisés en 3, parce que j'aime bien toujours 3 trucs, c'est recommandé par Claude. Au premier, au départ, on n'a rien. On n'a pas de stratégie, il y a quelques gens qui testent.
pas très important. Par contre, derrière, on vient commencer à avoir quelques personnes, généralement plus des profils seniors, qui commencent à s'intéresser à la chose, et là, qui deviennent tout de suite plus efficaces. Vous avez tous entendu la notion de 10x engineer, peu importe. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est pas grave. Mais on va avoir quelques individus dans la société ou dans l'équipe qui vont commencer à être beaucoup plus performants. Mais du coup, cette adoption très disparate commence à créer des fossés énormes et surtout des incompréhensions et derrière des goulots d'étranglement. Une fois que ces individus sont là, généralement il y a un petit peu de mentoring et de training et on voit ce qu'on voit plutôt des petites îles, des petits groupements d'individus, pareil, qui vont faire peut-être une équipe plus qu'une autre, mais encore une fois, ça crée pas mal de distorsions. Donc la question, c'est plutôt comment on passe à l'acte 2, où on arrive à standardiser toutes les pratiques au sein d'une équipe, d'une boîte, et peut-être même d'un écosystème un jour, et commencer à travailler vraiment, non plus sur comment je configure mon outil, mais comment je transpose mon flow de développement et de production. Alors là, je parle de développement, product, etc., mais c'est valable dans toutes les industries. Comment je transforme mon flow pour être adapté avec maintenant, d'une part, ces individus plus rapides, les autres, et mes agents de l'autre côté. Le rêve, alors je ne sais pas si c'est le rêve, tout le monde parle de Bright Factory, Autonomous Factory, peu le niveau 8, où en fait, derrière les agents s'envoient automatiquement des tâches et on leur donne un goal de faire 1 milliard d'euros par mois et ils sont censés y arriver, on verra. Je crois pas trop, mais peu importe. La majorité des gens qu'on peut observer aujourd'hui, on est dans une situation où on a un dev qui est en train de faire tourner des dizaines de tabs de cloud, alors peut-être pas des dizaines, mais en tout cas quelques-uns, que ce soit en remote sur un VPS, que ce soit sur un service externe Cursor, etc., ou en local. Et en fait, ça crée plein de problèmes. Ça crée plein de problèmes au niveau du développeur lui-même. Qui est-ce qui se couche à 4 h du mat parce qu'on est juste à un prompt d'aller au lit? Voilà, ça arrive à tout le monde. Encore un petit dédicace à Jonathan, encore une fois. Mais on a ce process où, en fait, avant, en tant que dev, on nous donnait une tâche. On rentrait dans le truc, on mettait 30 minutes à comprendre ce qu'il fallait faire, à bien le comprendre. On était dans la zone, on le faisait, on était hyper content, on switchait. Et maintenant, en fait, avec toutes ces tables, on est pingé dans tous les sens. On est complètement perdu. Et moi, j'avoue, des fois, je pète un plomb tellement je suis sollicité par les AI et j'ai l'impression en fait de juste être moi-même un robot qui fait OK, OK sans trop réfléchir. Donc, si on veut être un petit peu plus autonome, moi, mon point, c'est qu'en gros... Ah, je ne savais pas qu'il y avait un bouton aller à la fin. Génial. Comment on passe vraiment de la partie j'exécute à plutôt comment je conçois mon process, mon workflow. Mon motto de base, c'est que si je ne peux pas vérifier ce qui a été fait, pour moi, ça n'existe pas et ça ne doit pas exister. Il faut que ce que l'agent produise se transforme en quelque chose qui est vérifiable pour moi. Et une PR de 3000 lignes, c'est pas vérifiable. Ça marche pas. On a tous ce cas-là où en fait, on a un dev junior ou un contributeur open source qui nous envoie une PR qui a refactoré tout le corps de Symfony. C'est pas possible. Donc, comment on arrive à séparer ces tâches, mais surtout à vérifier que ces tâches matchent bien ce qu'on voulait faire au départ. Et pour moi, du coup, c'est un process où au départ, on fait un requirement, un bet. Alors, bet, c'est le terme qui vient de certaines méthodologies, mais peu importe, à la limite, c'est vraiment qu'est-ce que je veux faire, quelle est mon intention. Ensuite, on va avoir le contexte qu'on va lui donner, l'exécution, et derrière la partie validation. Et c'est sur cette partie-là que je veux parler un petit peu plus. Quand on parle de vérification et de validation, pour moi, c'est deux termes complètement différents. La vérification, c'est est-ce que le code est... Putain, Jonathan, je fais 2 dédicaces, 2 références et t'étais pas là, quoi. Bon, sans commentaire. La vérification, pardon, c'est vraiment de s'assurer que le code correspond à ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de bug, il est propre, il correspond à la syntaxe, il respecte les règles de développement, etc. La validation, c'est est-ce que ce code fait vraiment ce qu'on voulait faire. Et ça, des fois, c'est un petit peu différent. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est plutôt de notre responsabilité en tant qu'humain, avec notre jugement, de valider qu'en effet, la feature qui a été développée correspond à ce que mon client voulait ou ce que mon stakeholder voulait. La vérification, par contre, elle est automatisée.
Petit exemple tout bête. Alors, j'ai pris un exemple avec des taxes parce qu'on adore tous gérer les taxes, peu importe Magento ou les autres solutions. Et au Texas, on a un truc magique, c'est une taxe à 8,25%. Là, c'est génial parce que du coup, ça tombe jamais juste. La France, elle a au moins compris qu'on passait de 19,6 à 20%. Bon, ça reste 20% au lieu de 8, mais voilà. Et ça, malheureusement, ça peut poser quelques problèmes parce qu'on se dit, bah ok, c'est 8,25, je vais utiliser un float pour stocker mon résultat, j'aurai mon nombre de centimes, c'est parfait. Et ça paraît parfait. Le problème de ça, c'est qu'en fait, quand on commence à faire du volume, ben, on fait des arrondis. Et si j'ai 10 000 commandes, ben, en fait, je suis off de 82 $. Alors 82 $ sur 10 000 commandes, ça paraît pas énorme, mais on parle de taxes. Donc forcément, quand on le reporte derrière le gouvernement, on a besoin d'être précis. Donc on s'aperçoit que dans ce cas-là, même si tous mes tests vont passer, parce que ma syntaxe est bonne, ma feature est bonne, etc., etc., en fait, mon raisonnement derrière est pas bon. Je ne devrais pas utiliser un float pour stocker ça. Je vais revenir avec un exemple là-dessus. Donc pour moi, il y a le côté vérification. Côté vérification, c'est tout ce qu'on déteste faire, mais qu'on doit faire depuis des années. C'est tous les tests. C'est les linters, les PHP Stan, les unit tests, les functional tests, toutes les suites de tests. Ensuite, il faut qu'on puisse valider que ce qu'on a réalisé correspond à la spécification et à l'intention. Et c'est là où je parlais de jugement, mais en fait, on a moyen maintenant avec des agents, justement, c'est plus du procédural, c'est vraiment de l'agentique, de pouvoir valider que le code correspond à la spécification. Il y a la dernière partie, par contre, qui est toujours vous, c'est est-ce que la spécification était bonne? Est-ce qu'on a bien fait ce qu'on devait faire? Si vous ne dites pas à l'agent qui doit gérer des taxes à 8,25, il ne peut pas le savoir. J'évoquais tout à l'heure le fait d'avoir vraiment une vérification qui soit facile, visible et testable par l'utilisateur final. Et ça veut dire qu'en fait, l'agent doit nous donner les preuves qu'il a réalisé ce qu'il a dit qu'il a réalisé. Et c'est pas si évident. Il y a une méthode très très simple où vous pouvez signer vos tests. Et en fait, si l'agent vient modifier les tests, ce que je disais tout à l'heure dans mon exemple, en fait, vous avez un warning tout de suite, et du coup, vous avez un deuxième outil qui fail. Et ces outils-là, derrière, ils vont être passés sur le côté CI ou Gate en pré-commit, peu importe. Mais ça nous garantit que l'agent ne peut pas modifier le test quand ça l'arrange. Ça, c'est hyper important. Ce que je fais de plus en plus maintenant, c'est aussi avec de l'automatisation de navigateur, que ce soit du Playwright, Agent Browser, peu importe. Vous pouvez faire un enregistrement visuel du test qu'il a réalisé, même sur des calls API, mais sur des parcours utilisateurs. Et en fait, dans la PR, il vient me pousser la vidéo de la modification qu'il a réalisée. Ce qui permet aussi bien pour moi, en tant qu'architecte, de vérifier, mais aussi mon client, qui n'a aucune idée de ce qui s'est passé derrière, mais du coup de voir que la feature correspond à l'intention qu'il avait. Et ensuite, c'est enforcer tout ça. Enforcer avec ce qu'on appelle des local gates. Donc typiquement sur votre laptop, par exemple, vous avez des utilitaires comme GrumPHP qui va râler s'il y a un test qui ne passe pas ou s'il y a une condition qui ne passe pas, qui va vous empêcher de commit. Ou voir derrière aussi avec des notions plus d'architecture. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont familiers avec DebTrack ici. Ah, vous devriez. Je vais montrer à quoi ça sert, mais c'est assez magique. DebTrack, c'est juste un concept où vous pouvez lui dire, on m'a dit de ne pas bouger, hop, où on va lui dire, tu dois absolument respecter les règles d'après. Par exemple, un modèle a accès à la couche de persistance, donc la base de données. Par contre, la présentation ne peut accéder qu'à un service contract, elle ne peut pas accéder à un modèle directement. Donc ça vous oblige à respecter les conventions MMVC, MVVC, peu importe celle que vous avez, mais directement. Et on sait ô combien sur Magento c'est important de ne pas faire n'importe quoi sur ce genre de choses. Il fait hyper chaud. Donc voilà. Et ensuite, DebTrack, on peut l'inclure dans quelque chose comme GrumPHP qui va lancer l'ensemble, les lints, ma syntaxe avec PHP Stan, mon track et mon PHP Unit avec l'ensemble des tests. Et donc ça, évidemment, à tourner à chaque fois. Vous pouvez dire à votre agent de faire tourner ça automatiquement, mais il n'y a rien qui garantit que l'agent va le faire. Donc il faut aussi le faire avec vraiment du procédural en dur dans vos pré-commits ou dans votre CI. Je parlais tout à l'heure justement de signer la PR, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que sur chaque PR qu'on va réaliser,
on va inclure les preuves, donc comme quoi mes tests sont passés avec la signature, et aussi potentiellement l'enregistrement, voire même des fois juste des screenshots, peu importe ce que c'est. On le sait tous, ce qui est important sur les agents, c'est la qualité de l'input. L'output ne dépend que de ce que vous lui envoyez. À la limite, aujourd'hui, je ne dirais pas que le modèle n'est pas important, parce que ça reste le cas. Mais en fait, la gestion du contexte et la gestion du harnais qui est autour est beaucoup plus importante que celle du modèle. Sur énormément de tests qu'on a fait chez Hobson, on arrive à des résultats équivalents à de l'Opus avec du Qwen, juste parce qu'on a crafté le contexte à la mano en faisant hyper attention. Ce qui n'est pas réalisable forcément automatiquement, mais en tout cas, on s'aperçoit que le modèle, maintenant, est arrivé à un niveau tel qu'il est capable de gérer ça tout seul. Donc, qu'est-ce que je dois mettre dans mon contexte pour aussi m'assurer que mon architecture et ma validation vont être bonnes? Encore une fois, l'intention. Les modèles sont très très bons à pouvoir valider que ce qui a été produit correspond à ce qui a été demandé. Encore une fois, il faut lui dire ce qui a été demandé à l'origine. Donc pas forcément lui donner juste le plan d'implémentation, mais vraiment quel était le prérequis en amont, même le besoin client potentiellement. L'environnement, et c'est là où évidemment, je suis obligé de faire un peu de pub pour Hobson, mais comme on run les applications en production, on a l'ensemble des logs, des incidents, des tickets de support, etc., ce qui permet aussi de fournir d'autres infos dans le contexte. Le meilleur code n'est pas forcément le plus beau code. C'est-à-dire que globalement, un code qui paraît idéal en apparence peut avoir des problèmes de scalabilité, peut avoir des side effects, et des fois on est obligé d'adapter un petit peu. Et donc avoir cette connaissance de l'infrastructure derrière, peu importe ce que vous utilisez, même si ce serait mieux que ce soit Hobson, clairement, vous pouvez réinjecter ces éléments-là à l'intérieur. Alors pas trop parce que vous n'allez pas fournir 4 gigas de log dans un contexte, évidemment. L'historique est hyper important, la manière dont vous faites les PR, les commits, les commentaires qui ont été postés dessus, les reviews, ça c'est vraiment, c'est de l'or en barre sur tout ce qui va être connaissance de vos pratiques, de vos workflows. C'est un petit peu tout le tribal knowledge où quand vous avez votre lead dev qui dit non là tu as fait n'importe quoi, tu aurais dû le reformuler comme ça, ça c'est des choses que vous devez réinjecter dans le contexte derrière sur la règle. Et au niveau des contributeurs, c'est aussi hyper important. Dans les plus grosses équipes, si vous apercevez par exemple, si vous devez changer la couleur d'un bouton, on s'en fiche de qui fait l'API à review. Si vous changez le checkout service, en effet, c'est sans doute, alors peut-être pas du coup Jonathan, on va prendre des gens qui seront là, quoi. Mais sans doute Marc qui doit review parce que c'est Marc qui a bossé sur le checkout service plus que les autres. Voilà. On sait tous que la surcharge de contexte n'est pas bonne non plus. Donc faites attention à tout ce que vous chargez en skill, etc. etc., etc. Petite pratique, bonne pratique, qui prend un petit peu de temps, mais à chaque fois qu'il y a une release de nouveaux modèles, sur une nouvelle classe, donc Opus 4.8, GPT 5.5 ou 5.6 demain, n'hésitez pas à essayer d'enlever un petit peu vos surconfigurations. En fait, si on prend l'exemple, la Jones MD aujourd'hui, celui que j'utilisais il y a 6 mois est complètement inutile aujourd'hui, puisqu'en fait les modèles ont déjà en interne maintenant ces connaissances-là. Donc commencez avec un Agent MD qui est quasiment vierge, ou peut-être avec juste vos règles importantes, et venez juste fixer au fur et à mesure, quand vous voyez que l'agent fait une erreur, dans ces cas-là, vous lui introduisez ça, la correction. Donc c'est ce que je disais, mettez les règles qui importent pour vous, mais essayez vraiment au fur et à mesure d'en enlever le plus possible en testant la qualité. Le problème de tester la qualité, c'est qu'il vous faut des tests et des évaluations sur le côté agent, ce qui est un tout autre problème. Je suis désolé, je passe un peu vite là-dessus. L'agents.md, vous ne devez pas l'utiliser comme un framework de test, dans le sens où tout ce qui va être LinkedIn et tout ce qui peut être vraiment checké par des outils, PHPStan, PHPLink, DebTrack, peu importe ce que vous utilisez, doit être directement dans ces outils-là, pas dans l'AgentsMD. Le AgentsMD peut potentiellement les bypass. Par contre, le AgentsMD est très bon sur tout ce qui va être gestion, alors ce que j'appelle du jugement, mais les règles générales. Ne change jamais un test, demande toujours avant de faire une modification, etc. etc. Évidemment, là, le deleting files, vous devez aussi vous assurer qu'il n'a pas les credentials pour faire n'importe quoi derrière. Mais bon, ça, c'est pas évident. J'espère. Qui connaît le concept d'ADR? Félicitations à TBD. Donc, les ADR, ça va vraiment être plutôt sur la partie
Décisionnaire requirement, c'est des règles générales sur votre projet, mais plus orientées business. Du style, bah voilà, typiquement, je veux que tout ce qui gère des devises et de l'argent, toute la partie centimes, soit gérée sur un integer à part et pas sur un float généraliste. Et donc ça va être aussi bien business qu'architecture, mais ça va être des décisions que tous vos agents derrière vont devoir suivre. Et ça, c'est hyper important. Et vous pouvez les formater comme vous le voulez. C'est juste, encore une fois, du texte et du markdown, mais ça va permettre de définir ces grandes règles. Pareil pour les bets, j'en ai parlé un petit peu au début, mais c'est dire les grands objectifs. On commence à parler un petit peu de loops et goals aujourd'hui sur tout ce qui est AI. Je ne suis pas encore convaincu par ce concept. Je pense que c'est pour l'instant juste brûler des tokens pour pas grand-chose. Mais par contre, la notion de bet, c'est un petit peu ça. C'est je veux implémenter une nouvelle feature où si j'en achète 3, j'ai 10% off. Alors évidemment, dans Magento, vous avez déjà les rules sur le shopping cart, ce genre de choses. Mais si vous voulez en faire des customs, ça pourrait être un exemple. Et en fait, vous venez lui définir les règles à la manière de spec, très rapidement, mais surtout la notion de guardrails. Attention, tu ne dois jamais les combiner avec autre chose, etc., etc. Et en fait, une fois que vous avez ça, vous pouvez aussi demander à l'agent de les compléter avec vous. On a de plus en plus de skills, ce genre de choses qui sont sur les interviews, les grillme, etc. Ça, c'est le skill de Matt Pocock que vous pouvez suivre online, très intéressant. Où en fait, vous demandez à l'agent, vous faites juste un spec, un besoin assez rapide, et ensuite lui établit un niveau de confidence dans la compréhension de ce que vous lui avez expliqué. Et tant qu'il n'est pas au-dessus de 90%, il va continuer à vous poser des questions. Des fois, c'est 3 questions, des fois, c'est 30. Mais c'est hyper important puisqu'en fait, il va lever des loups qui sont en dessous que vous n'aviez pas imaginé. Pour vous, c'était simple. Et en effet, il va réussir à trouver tous les edge cases dans lesquels ce que vous avez proposé peut avoir un problème, etc. Il va demander d'affiner. Et une fois que vous avez affiné, en fait, dans le contexte de cette session-là, il a l'ensemble de la spec qui est prête à être écrite pour pouvoir potentiellement être délégué à d'autres agents derrière. Et c'est là où je parle plutôt du ask mode, donc l'interview, où vraiment c'est du brainstorming avec l'humain. Et ensuite l'implémentation, alors pas forcément de nuit, hein, parce que ça sert à rien, mais en tout cas qui est faite de manière déléguée ailleurs. Quand on parle de validation et de test, il est aussi hyper important de pouvoir valider les changements sur des environnements qui sont complètement isoprod, et c'est ce qu'on fait chez Upsun depuis 12 ans. Alors évidemment, on n'avait pas prévu les AI et les agents, on faisait ça pour les humains, mais en fait, on s'est aperçu que c'est une très très bonne primitive. J'ai plus de temps, c'est ça? Ok. J'ai plus. Ok. Ok, je fais hyper vite. J'ai souvent un autre agent qui vient revoir tout. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau de la démo. J'ai fait une feature pour implémenter ma règle de taxe. C'est tout petit, on s'en fiche. Ça ajoute mes 8,25% en float. Tous mes tests sont green, c'est génial. Et en fait, le problème, c'est que j'ai toujours mon drift de 82 $. Par contre, si je donne ça avec un agent, avec mon ADR, en fait, mon agent est capable de détecter qu'en fait, mon intention est pas bonne. Et du coup, il est venu corriger automatiquement et on lui demande d'implémenter le fixe. Et donc, c'est là où c'est intéressant, puisqu'en plus du check, des tests qui sont très procédurales, vous pouvez avoir de l'agentique sur la validation aussi derrière. Hop, j'ai quasiment fini. Tac, on va passer slide. Je vous avais dit que ça allait durer 2 heures. Tout ça, c'est hyper cool, mais ça marche pas forcément très bien sur un laptop. Surtout quand vous travaillez en équipe et en organisation. Il y a besoin que ce soit un niveau au-dessus. Et cet aspect d'architecture qui est hyper important, puisqu'en fait, après, vous allez pouvoir commencer à avoir un set de rules pour avoir vraiment des workflows, un système, un operating system, etc., qui va pouvoir être déporté. Vous allez pouvoir le contrôler à distance en faisant toutes les règles des intents, et ensuite vous déléguez vraiment la création derrière. Et évidemment, c'est pour ça qu'on ouvre Upsun Dispatch en fin de semaine. Enfin, j'espère. Ça devrait bien se passer. On a encore quelques agents qui bossent dessus. Mais qui est vraiment, pour le coup, sur la gestion de run, d'issue to PR, PR review, ce genre de choses. Donc vraiment développement agentique, où on vient intégrer toutes les notions de contrôle aussi de coût, parce qu'on sait ô combien le token commence à devenir très 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 cher, et à faire très attention. Et donc ma conclusion, c'est que vraiment, malheureusement, il va falloir lâcher un petit peu le code et du coup vraiment se positionner sur qu'est-ce qui est important pour le projet et comment je traduis des besoins de clients en des besoins techniques, des ADR, des bets derrière sur mon applicatif. Dernier slide, promis.
j'essaye de croître mon audience LinkedIn. Alors, je suis désolé, mais like and subscribe, comments below, enfin tout ça, le pouce bleu. Mais voilà, n'hésitez pas, je partagerai aussi les slides avec un petit peu plus... J'allais dire avec le recording, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc voilà, je partagerai les slides et j'ai pas mal d'autres présentations dans le même style derrière. Merci à tous, bon après-midi. Précise que si les gens ont des questions, ils peuvent te parler à Non, j'ai plus de l'extérieur. temps. Bah oui. Ah oui, oui. Et si vous avez des questions... Une seule question. Allez, s'il te plaît. Une question. Une question. 1 minute de questions. Quelqu'un a des questions? Ah bah non, bah voilà. Merci à tous. Merci à toi.